J'ai donné 2 cas tout à l'heure. Le troisième véritable problème de la souffrance des formateurs, c'est les joueurs eux-mêmes. Plusieurs coachs formateurs en Côte d'Ivoire, malgré les moyens rudimentaires, sous le soleil et la pluie, parviennent à sortir des grands talents au service du football ivoirien. Cependant, ceux-ci sont pour la plupart dans la misère et sont sujets à des SOS en cas de maladie et d'autres situations. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue aux Légas sportifs sur Vision 24 TV. Nous parlerons de la souffrance des entraîneurs formateurs dans le football ivoirien. Et pour en parler, nous recevons Edmond Sengoné, consultant analyste sportif. Bonjour Edmond. Bonjour Moïse. Bienvenue aux Légas sportifs. Merci. Et Saman Kofimak, agent de joueur, analyste consultant. Saman, bonjour. Bonjour, Saré. Bienvenue aux Légas sportifs. Merci. Aujourd'hui, les formateurs travaillent dans un cadre informel pour la plupart, qui sont non affiliés et qui peinent à faire des licences pour leurs joueurs. Alors, Saman, vous qui êtes agent de joueur, comment vous voyez cela? Alors, Saré, il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier de formation, la FIFA, selon sa réglementation, a décidé de protéger les formateurs. Alors, les formateurs sont protégés par les institutions, les différentes structures, où dont on parle de l'indemnité de formation en cas de transfert international sur un joueur. Alors, ces clubs-là, par exemple, sont dotés de formateurs où il doit avoir un contrat qui lie la structure et le formateur, qui est bien évidemment à un salaire. Alors peut-être il peut faire une année de formation, mais 2 ans, 3 ans dans la structure. Après, il partira ailleurs pour monnayer son expérience également. Donc du coup, aujourd'hui, les formateurs partent sur la base des reconnaissances vis-à-vis des joueurs qu'ils forment. Or que la reconnaissance aujourd'hui, nous savons dans la société, l'ingratitude a pris le dessus. Donc attendre la reconnaissance, c'est compliqué. Il va falloir se réorganiser pour se structurer, pour créer sa propre structure personnelle, pour pouvoir vraiment faire une formation et bénéficier de tout ce qui est comme mécanisme qui protège les formateurs afin de bénéficier de son métier. Alors, Edmond Sengoné, la plupart d'entre vous sont dans l'informel, c'est-à-dire les centres ne sont pas affiliés pour la plupart. Les centres affiliés également peinent à confectionner les licences pour protéger les joueurs en raison du coût et bien d'autres facteurs. Alors aujourd'hui, comment pensez-vous que le milieu, vous pouvez jouir de votre travail en étant dans un cadre informel? Bon, moi je pense que le problème il est délicat. Il est délicat parce que on va toucher un peu de tout dans le secteur de la formation. Vous savez que vous avez parlé d'affiliation. On ne peut s'appeler centre de formation que lorsque on a un agrément. Et pour avoir cet agrément-là, il faut avoir l'affiliation. Et donc c'est dit que à la base déjà, on s'appelle centre parce qu'on a tous ces affiliations-là déjà à la base. On a rempli les conditions. D'abord à la base. Mais après, la plupart même des centres qui ont cette affiliation-là connaissent beaucoup de difficultés dans l'obtention de leur retombée au niveau de pourcentage de formation. Ça, il faut le dire parce que simplement, comme l'a dit tout à l'heure Sama, il était clair, il a dit, la FIFA dans son mécanisme met tout en place pour protéger le formateur. Mais en réalité, c'est ce qui n'est pas fait. Parce que si cette protection-là était réelle, le formateur n'allait pas souffrir en la réalité. Je vous donne un exemple. Vous avez la même FIFA qui veut protéger les formateurs, dit aujourd'hui que le contrat de formation, ce contrat de formation-là, à la base, doit être signé par le canal des fédérations en question. Ça veut dire quoi? La FIF en Côte d'Ivoire, qui est la Fédération ivoirienne de football, c'est elle qui est, je vais dire, la vraie protectrice des formateurs dans leur contrat, dans tout ce qui doit leur revenir, de par son mécanisme au niveau du partage des pourcentages. Et en la réalité aujourd'hui, la même FIF, qui est l'émanation en temps normal de tout ce qui est FIFA, parce que c'est elle qui la représente ici en Côte d'Ivoire, la même FIF là aujourd'hui nous met un système en place qui ne permet pas aux centres de formation qui ont leur agrément, qui ont leur affiliation, de pouvoir rentrer en possession de leur pourcentage de formation. Alors, simplement pourquoi? Parce que il y a une dérogation qui est venue aujourd'hui qui dit que les centres de formation n'ont pas le droit de vendre eux-mêmes leurs joueurs et si ce joueur-là n'est pas
transférés à partir d'un club professionnel. Alors, justement, aujourd'hui, il y a plein de joueurs formés qui changent d'identité après leur formation. C'était un gros problème pour la formation et les formateurs en Côte d'Ivoire. Le joueur peut-être a été formé et il a une offre sous la main et l'âge n'est pas requis. Soit il augmente, soit il diminue l'âge. Et en ce moment, le club, le centre qu'il a formé n'est plus en mesure de profiter de lui parce que ça devient une autre personne. Alors, comment vous pensez que ce phénomène peut être endigué? Il faut faire très attention. Je pense bien que tu fais une déclaration où, moi, en tant qu'un professionnel du métier, si je vais dans le même sens que toi, je risque de mettre en mal mon professionnalisme. Moi, ce que je sais, c'est que quand un joueur doit être transféré, d'abord, déjà, on va sur la base du passeport sportif du joueur, comme je l'ai dit. Et le passeport sportif, c'est d'où est parti le joueur, d'où il a été formé pour arriver là. Donc, on tient compte, comme je l'ai dit, dans le mécanisme d'indemnité de formation ou de solidarité, on tient compte de ce système-là pour pouvoir vraiment calculer ce qui revient au club formateur. Mais le changement d'identité, je ne peux pas confirmer cela parce que... Non, je vais t'expliquer. Attention. Non, sachons placer les mots. Oui, je vais les placer correctement. Pas se causer préjudice. Non, j'ai l'impression que la question que Moïse a posée, tu n'as pas compris la question. Parce que il a été clair, il dit, vous formez un joueur qui s'appelle par exemple Yao. Vous l'avez formé, il s'appelle Yao. Et 2 ans, 3 ans plus tard, ce même Yao-là se retrouve avec un autre club et il s'appelle César. Et c'est ce monsieur-là qui a changé son identité pour en faire César-là qui profite de ces indemnités-là. Oui, moi j'en ai vu. Plein. Les cas sont légion en Côte d'Ivoire. J'en ai vu. Et le formateur pour la carrière du joueur refuse d'exposer les licences précédentes pour éviter que le joueur puisse être en difficulté. Vous savez, monsieur Sari, vous savez, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume, nous les formateurs. Le marteau, c'est les familles respectives de ces enfants-là, qui ne jouent pas franc jeu avec leurs formateurs. Je vous explique. Moi, j'ai eu des cas où j'ai formé des enfants sur 4 ans, 5 ans. Au moment où on sentait venir les choses, un matin, le parent vient me voir. Parce que là même, d'ailleurs, il m'a respecté. Mais dans la plupart des cas, ils ne viennent même pas te voir. Tu constates que l'enfant ne vient plus aux entraînements. Il ne vient plus aux séances d'entraînement. Et quand tu te renseignes, tu vas vers les parents, c'est en ce moment-là que tu te rends compte que l'enfant n'est même plus, il n'est même plus dans le quartier où il habitait. Mais que les parents même l'ont fait déménager, il se retrouve ailleurs. Pour continuer sa formation avec un autre centre de formation. Et si chez toi, tu avais pris son extrait de naissance pour faire son dossier, sa licence et tout ça, plus tard tu te rends compte que l'enfant que tu appelais Moïse s'appelle César. Tu as quel moyen d'aller poursuivre les parents? Donc à la base, les parents sont même un problème pour nous les formateurs parce qu'ils ne jouent pas franc jeu avec nous qui formons les enfants. Que fait ces formateurs-là pour éradiquer ce fléau-là? Non, justement. Que fait les formateurs? J'en viens. Vous voyez, comme je le dis tout à l'heure, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un syndicat. Il y a des associations. Il y a l'amicale. Et je pense bien que dans les différents quartiers aujourd'hui, il y a l'association des formateurs, des entraîneurs. Aujourd'hui, quand on se met en association, il y a un objectif qui est visé. Ça veut dire on essaie de mettre une réglementation qui peut impacter tous les formateurs, qui va dire, aujourd'hui, l'association des formateurs de Côte d'Ivoire met en place un joueur qui quitte mon centre de formation, qui se retrouve dans le centre de formation de Saint-Goné, doit soit se conformer à sa base. Ça veut dire le centre qu'il a formé avant qu'il... Parce que souvent, il y a ce qu'on appelle le déménagement des parents. L'enfant peut se retrouver à Bobo, ou soit le père a déménagé pour aller à Port-Boué. L'enfant ne peut pas quitter Port-Boué pour venir à Bobo pour s'entraîner. Et pourquoi? Donc, j'en viens. Moi j'ai des enfants. Non, aujourd'hui, on connaît je viens. Aujourd'hui, on connaît les réalités des parents. Donc, quand l'enfant part dans un nouveau quartier, le père se doit de trouver un autre centre de formation
pour permettre à l'enfant de continuer sa formation. Mais quand on va vers ce nouveau formateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfère d'où vient l'enfant. Il contacte directement son centre de formation de base. Je vais t'expliquer. Non, laisse-moi m'expliquer. Non, tu vas pas en finir. Non, attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer simplement, tu vas comprendre. Tu peux me laisser finir? Non, calme-toi, tu vas comprendre. Le truc, c'est quoi? Je t'explique. Quand il a posé la question tout à l'heure, j'ai été clair, il dit, il y a divers problèmes qui nous envoient à ce fléau-là. Il y a divers problèmes. J'ai cité tout à l'heure le fait que les parents ne jouent pas franc jeu avec les formateurs à qui ils donnent les enfants. Ça fait un. La deuxième chose, c'est le fait que nous-mêmes, en tant que formateurs, nous ne sommes pas autonomes financièrement. Et vous n'êtes pas organisé. Calme-toi. Faut ajouter cela. Vous n'êtes pas organisé. Laisse-moi finir. J'ai parlé d'autonomie. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple simple. Oui. Vous connaissez Hamza Gamal? Bien sûr. Le président de Oza Dabobo. Bien sûr. Et je connais l'histoire d'Hamza. Voilà. Hamza Gamal, quand il a eu son autonomie financière, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait même scolariser des enfants pour décharger des parents. Il a pris des enfants à qui il donnait les moyens, non seulement pour les équipementer, mais pour leur permettre de pouvoir avoir de quoi manger. Et à partir de ce moment-là, quand le parent les déchargé de cette façon-là, c'est clair que le formateur a la charge à 200% du garçon. Justement. Alors, on va évoluer. Oui, on va évoluer. À un moment aussi, il y a un point qui existe également. Des agents véreux exploitent la naïveté de certains formateurs. Et ils promettent beaucoup de belles choses. Et après, on remarque que dans le contrat, une seule phrase de contrat suffit pour déposséder le formateur de ses droits. Alors, vous qui êtes agent dans le domaine, qu'en dites-vous? Alors, Saré, effectivement, ce phénomène des agents qui usent de leur stratégie pour pouvoir duper certains formateurs, ça existe d'ailleurs. Et moi, c'est malheureux. C'est malheureux parce que selon la déontologie de ce métier-là, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Alors, comme je l'ai dit, toute une question d'organisation. Vous voyez aujourd'hui pourquoi le droit existe, pourquoi la juridiction existe. Quand on parle d'organisation de ces formateurs-là, tout part de là. Tout part de là, comme je l'ai dit, quand il y a une documentation sur une procédure, je pense qu'à travers ces preuves-là, on peut attaquer n'importe qui en justice. Et aujourd'hui, il y a toute une procédure pour attaquer ces agents véreux, souvent qui veulent dépouiller les formateurs. Mais justement, pour porter de l'eau à votre moulin, un formateur qui peine à avoir le 3 repas par jour à la maison, il y a quel moyen de poursuivre en justice un agent qui vit à Paris ou qui vit à Londres et qui ne sait même pas comment faire pour passer dans les contrats? J'ai vu d'un contrat par exemple qu'en cas de litige, le litige se réglé là au comité de Paris, à la justice de Paris par exemple, au TAS de Paris. Oui. Bon, le coach, il n'a même pas de visa, il n'a même pas de passeport, il n'a même pas de pièces d'identité. Comment peut-il se rendre à Paris pour régler un litige? Et encore que, le contrat révèle encore que, en cas de défaite du coach ou de victoire de l'agent, la partie qui a perdu le procès va rembourser des frais liés au procès. Bon. Avec quel moyen? Non, mais Saré, attention. Vous voyez, quelle que soit une affaire qui se déroule sur le territoire ivoirien, il y a des compétences ou bien il y a des possibilités de pouvoir poursuivre la personne, quelle que soit où la personne se retrouve. Non, non, tout pas de contrat. Mais je viens, Saré, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi je suis en train de dire quand on est seul, on est faible. Mais quand on est en association, on est fort. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle, par exemple, tu vas prendre dans tout corps de métier, il y a ce qu'on appelle un syndicat. Ce syndicat-là défend les intérêts de ses adhérents. Et pourquoi pas les formateurs ne se mettent pas en syndicat aujourd'hui quand un a un problème et un adhérent, ce syndicat-là peut se doter les services d'un avocat. Et confier le dossier, l'un de leurs membres, à un avocat pour défendre son cas. Tout est possible, mais quand on est seul, on n'a pas la capacité. D'accord. C'est très important. Moi, avant de poursuivre, ce que ça m'a en train de dire, je voulais continuer par rapport, je vais dire, au thème même principal de l'émission. Le thème principal de l'émission. Qui est la souffrance des coachs formateurs. La souffrance des coachs formateurs.
Moi, c'est ce volet-là. Je ne porte pas en touche tout ce qu'il est en train de dire. Oui, bien sûr. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, c'est trop bon. Oui. Bon. En réalité, j'ai donné deux. J'ai donné 2 cas tout à l'heure. Le troisième véritable problème de la souffrance des formateurs, c'est les joueurs eux-mêmes. Non, on va venir. On va venir. Pour l'instant, parlons naïveté des formateurs qui sont souvent grugés par les agents de joueurs. Oui, mais attendez. Ouais. Pour la plupart des agents de joueurs, dans cette corporation-là, il y a des brebis galeuses. Oui. Ils ne sont pas tous mauvais, en réalité. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a connu un certain nombre quand même d'agents de joueurs qui ont fait beaucoup de joueurs, dont les Obrou Alfred, dont les Francis Kakou et autres, qui ont fait beaucoup de joueurs. Je vais parler des Pony Wilfried, des Kadek Keita et autres. Mais en la réalité, en leur sein, il y a des brebis galeuses, des gens qui sont là, qui ne tiennent même pas compte de la souffrance à la fois des familles et de ceux qui forment les joueurs, qui viennent leur proposer des projets pour les joueurs qu'ils forment. Mais au dernier moment, quand le formateur sent que les choses ne passent pas, ils disparaissent. Ils sont dans la nature. Alors, je viens, je viens parce qu'il peut venir te proposer un projet pour te dire, moi je vais faire partie de ton joueur, par exemple en Tunisie, voilà, il y a un club là-bas qui invite, et voilà, il t'envoie des invitations. Il t'envoie une invitation en bonne et due forme. Et toi, tu n'as pas c'est-à-dire que tu n'as pas ce système-là, ce flair-là pour pouvoir vérifier si effectivement l'invitation vient du club ou pas, en réalité. C'est des trucs qu'ils font entre eux. Ou c'est fabriqué dans un cybercafé. Voilà, dans un cybercafé. Et donc, on a été tous victimes de ce fléau-là, en réalité. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas le véritable problème, pour moi, qui fait partie de la souffrance des formateurs. D'accord. Alors, justement, parlant également toujours des problèmes des coachs formateurs en Côte d'Ivoire, la reconnaissance des joueurs, ce qui est, on va dire, qui est le second espoir des formateurs, après avoir été lésés souvent dans des contrats, après n'avoir pas qualifié de joueurs à la fédération, tout espoir repose désormais sur la reconnaissance du joueur, qui toujours n'est pas forcément au rendez-vous, et ça crée beaucoup de frustrés, récemment. Oui, mais d'entrée, j'ai dit, aujourd'hui, certains formateurs s'attendent à la reconnaissance des joueurs. Ouais, tout simplement. La vie active aujourd'hui, l'ingratitude existe de partout, nous le savons. Mais je le dis, mais quand on a été plusieurs fois victime de ce fléau-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution faut trouver? Ça aujourd'hui, il faut en venir. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines structures, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a 2 volets au niveau des formateurs. On peut être engagé dans une structure où on va former un joueur, où on détient un salaire. Là, quand tu finis ton contrat, c'est un contrat déterminé qu'on te donne, tu pars. Mais cela ne te donne pas le droit de bénéficier sur ce joueur que tu as formé dans la structure. C'est la structure qui bénéficie. Mais le constat fait, c'est que certains formateurs ont créé leurs propres structures, mais les structures ne sont pas organisées, ne sont pas structurées, puisque tu n'as pas d'agrément. Tu ne peux pas faire une licence à un joueur. Je viens. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils forment le joueur à un certain niveau, ils cèdent le joueur à un autre club où ils s'en fait un document où eux-mêmes, là, leur structure n'est pas reconnue. Pour dire que je te cède le joueur, demain quand tu le vends, tu me donnes tel pourcentage. Or, quand la réalité, sa structure, au plan documentation, n'a pas de document. Donc, quand demain, ce dernier vend l'enfant, il veut récupérer quelque chose, mais ta structure n'est pas documentée. Mais qu'est-ce que tu prends pour le poursuivre? Voilà tous ces volets-là. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est important qu'aujourd'hui, nos formateurs se mettent en syndicat pour s'organiser et puis défendre les dus. Si c'est la reconnaissance des joueurs qu'ils vont attendre, parce que aujourd'hui, le constat que nous faisons, quand tu formes l'enfant, les parents se désengagent. C'est ton fils, occupe-toi de lui. Mais quand ça porte les fruits, c'est les mêmes qui vont dire, mais ton coach formateur pense qu'il a le droit de décision sur ta vie. Or, les enfants à un certain niveau de vie, quand les enfants commencent à avoir de l'argent, même moi, je vous le dis, même les agents qui les envoient dans des clubs signer des gros contrats, ils ne peuvent plus les contrôler. À plus forte raison, celui qui est dans le SAP, où le petit ne va plus le considérer. Donc, attendre la reconnaissance de ces joueurs-là, moi, je dis, si c'est ce que les formateurs attendent, ils ne vont jamais en bénéficier. Mais est-ce que ce n'est pas légitime pour eux de quand même croire à une reconnaissance après tant d'efforts fournis? Mais Sari, moi je ne porte pas en tout ce que ça m'a dit. Mais le syndicat n'a pas lieu d'être. Parce qu'on parle de
de papier. On parle d'avoir les documents qui prouvent que c'est vous qui avez formé le joueur. Et donc, pour s'appeler centre, il faut avoir l'affiliation. Le journal officiel. Il faut avoir le journal officiel et tout ça. Et quand vous avez tout ça, vous êtes reconnu et par le ministère et par la Fédération ivoirienne de football. On est d'accord sur le principe. Donc, à partir de ce moment-là déjà, le centre-là devait pouvoir bénéficier. Mais c'est le mécanisme qui suit l'affiliation qui est le problème. Voilà, justement. C'est ça qui est le problème, parce qu'on te demande aujourd'hui en tant que centre de formation, pour vendre un joueur, pour placer un joueur, il faut que toi, ton joueur que tu as fabriqué là, puisse aller d'un club professionnel. Toi, tu n'es pas club, tu es centre. À partir de ce moment-là, toi, les documents que tu as sont caduques. Alors justement, tu penses que le syndicat ne peut pas pousser la fédération à passionner d'Adi? Non, on va tomber maintenant dans la question de la reconnaissance des joueurs. Ah, mais là, c'est grave parce que à la réalité, vous savez, un centre de formation, pour qu'il grandisse, ça part de la réussite d'un joueur. Mais un joueur qui est reconnaissant. Les cas sont légion. Les cas sont légion. On a le club de l'athlétique d'Adjamé avec les Terry Doubaï et Doumbia Seydou. C'était une chaîne. On a le cas de Hamza Gamal avec Yakona Didier et Djarasouba Viera. C'était une suite logique. Vous voyez? Mais par contre, il y a d'autres centres qui ont fait des joueurs. Qui ont fait des joueurs professionnels. Et au moment où ils comptaient sur la reconnaissance de ces joueurs-là, parce que le truc, tu peux être en train de former le joueur et ne pas avoir tous tes documents en même temps, pendant que le joueur, il est commercialisable. Et quand tu le places, en le plaçant, tu es conscient que c'est un risque que tu cours. Mais quand ce risque-là, le joueur lui-même que tu as formé, sous le soleil, sous la pluie, avec souvent toi-même ton matériel, sans que le joueur ne participe, ne reconnaît pas là où il est quitté, là c'est un véritable problème. Là, moi j'ai été harakiri par la plupart de certains joueurs professionnels parce que simplement, j'ai été clair sur ce débat-là. Je leur ai dit que les joueurs ne sont pas pour la plupart reconnaissants. Et ça, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai dit sur des plateaux de télé. Parce qu'on a vu des coachs mourir dans la précarité, dans la misère, à l'image du coach Bibo, paix à son âme, mais qui a formé beaucoup de talents ici en Côte d'Ivoire. Mais il a eu une fin vraiment horrible et paix à son âme. Bon, ceux-là comme ça vivaient que la reconnaissance. Oui, mais en réalité, l'espoir de la reconnaissance. En réalité, la vie est faite d'espoir. En réalité, vous formez. Qu'est-ce qui peut vous dire que vous allez travailler avec un enfant pendant 7 ans et cet enfant-là, vous allez le faire, le concevoir. Et quand il va commencer à gagner de l'argent, il va vous abandonner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça au départ? Rien. Alors justement, la reconnaissance de certains joueurs, je pense bien que c'est pas factuel. Pourquoi je le dis? Par exemple, le cas de Bibo. Bibo était assisté par père son âme Tioté Sek, qui le logeait. Mais l'erreur de Tioté Sek, il n'a pas amené Bibo à être autonome. C'est-à-dire quoi? Financièrement. Financièrement. Il devrait quand même, Tioté, avec tous les moyens qu'il a eu, il pourrait même offrir une maison symbolique, peut-être les 15 avril. Est-ce que c'est le seul joueur que Bibo a formé? Non, c'est pas. Non, j'en viens. Je prends le cas de Bibo dont tu avais évoqué. Et par la suite, il pourrait permettre à Bibo de pouvoir peut-être un montant pour s'organiser, faire des investissements, vivre de. Mais quand Tioté est décédé, Bibo était livré à lui-même. La maison qui est l'un de ses appartements où il logeait Bibo, il me semble qu'il a été mis dehors et vraiment c'était catastrophique. Donc je dis, quand on veut aider les formateurs, il faut que cela soit vraiment remplisse les conditions pour que ce gars-là soit autonome. Voilà. Bon, ok. Il y a également un autre fait qu'il faut vraiment révéler, ce sont les assurances maladie. Les coachs formateurs sont très souvent obligés de SOS quand il s'agit des maladies un peu plus graves et ils n'ont pas les moyens. Les joueurs même formés ne répondent même pas à ces SOS-là. Et ce sont les collègues formateurs qui se réunissent pour venir en aide à leurs collègues. Alors, Edmond? Oui, parce que nous, on a eu un décès tout récent avec le coach Essien, paix à son âme d'ailleurs. Vous voyez, et c'est aujourd'hui l'un des champs, je vais dire, de bataille aujourd'hui du président Yacine Idriss Diallo. Parce qu'en la réalité, nous les formateurs, on en souffre véritablement.
on en souffre véritablement. Mais moi, j'ai appris dans les coulisses quelque part qu'aujourd'hui, il a pris son bâton de pèlerin pour demander, je vais dire, aider un tant soit peu les centres de formation. Voilà, en les affiliant, en leur permettant d'avoir leur journal officiel, en participant au championnat des centres de formation, qui va naître bientôt d'ailleurs. Et donc, toutes ces garanties là autour, je pense, vont permettre aujourd'hui à l'entraîneur d'exercer son métier, je vais dire sainement. Parce que quand on est libéré dans la tête, je pense qu'on peut mieux encadrer les enfants, on peut mieux leur permettre aujourd'hui de pouvoir atteindre le niveau escompté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de créer les conditions d'une assurance maladie pour prendre en charge les entraîneurs? Oui, c'est faisable dans le fond. Au même titre que les footballeurs sont assurés, il faut qu'également l'école formateur soit assurée. Oui, effectivement, quand j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai dit qu'ils sont en train d'organiser tout ce secteur-là. On a appris ça dans les coulisses. On attend que ça ait vraiment le jour pour qu'on en débatte. Mais en la réalité, je pense que le président Yacine Diallo doit se pencher sur ce volet-là. Il doit se pencher sur ce volet-là parce que tu ne peux pas passer tout le temps avec des enfants, les former. Et après, toi, le formateur, tu es le plus malheureux. Ouais. C'est vraiment dommage, alors que c'est nous qui fabriquons les pépites. Bien sûr. En réalité. Et ces pépites-là, aujourd'hui, servent notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ces petites pépites-là qui jouent les championnats, U23, enseignants et autres. Donc, on ne devait pas être quand même marginalisé sur ce volet-là. D'accord. Ouais, alors, je vais ajouter quelque chose. Allez-y rapidement. Vous voyez, pour le cas des formateurs, comme je le dis, il faut savoir mettre une politique en place pour pouvoir permettre à ceux-là de bénéficier de leur travail. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle manque de communication sur leur travail. Non, parlons plutôt d'assurance maladie. Non, j'en viens, je vais rebondir là-dessus. Il faut mettre une stratégie en place pour permettre à ceux-là de pouvoir bénéficier, comme tu l'as si bien dit, d'une assurance. Mais pour pouvoir bénéficier d'une assurance maladie, mais individuellement, certains n'ont pas les moyens. Comme je l'ai dit, il faut créer une politique de primer ces formateurs-là. Et quand on veut primer ces formateurs-là, il y a ce qu'on appelle fait appel à des partenaires, des sponsors pour associer leur image à ce prix chaque année qui est dédié à ces formateurs. Par exemple, on peut dire, bon, Hamza Gamal qui a été l'un des meilleurs formateurs, ces structures-là des formateurs qui priment chaque année les formateurs peut approcher des maisons d'assurance pour dire que le meilleur formateur de l'année doit bénéficier d'une assurance sur 2 ans, 3 ans. Non. Pour l'assurance maladie, pas besoin de faire le meilleur. La maladie concerne tout le monde. Mais ça arrive. Mais quand individuellement, c'est pas une bonne idée. Mais individuellement, on ne peut pas en bénéficier. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais le mécanisme dont vous parlez, il est mal ficelé. Non, c'est pas mal ficelé parce que c'est une politique qui peut permettre à ces formateurs-là de bénéficier de quelque chose. On ne dirait pas que le meilleur formateur aura une assurance. Et lui qui n'est pas le meilleur formateur. Non, mais je viens, mais pourquoi? Mais au même moment, quand tu mets cette politique en place, tu incites tout le monde à aller chercher l'excellence. Non. Écoute, Sarri. Non, je viens. Non, mais pourquoi vous ne voulez pas me comprendre? Vous dites que les gars sont délaissés, ils sont dans la précarité. Je vous donne une politique pour permettre de sortir de la précarité. Non, je suis désolé. C'est une bonne politique. Je suis une bonne politique. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas une bonne politique? Non. Les assurances ne fonctionnent pas comme ça. Généralement, on souscrit auprès des assurances. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas aller voir un sponsor et puis le sponsor va te mettre une assurance à ta disposition pour aller te faire soigner au jour le jour. Non, ce n'est pas comme ça. On souscrit, non, je viens. Même à la Fédération ivoirienne de football, il y a une souscription qui se fait à la base. Par exemple, où la fédération peut nous aider, c'est quoi? On nous dit par exemple, pour s'assurer dans une telle assurance, auprès d'une telle assurance, ça fait tel montant. Ça fait tel montant. Mais la moitié. Mais Sarri, dans mon développement, j'ai dit quoi? Il est important de mettre une association en place pour aider ces formateurs. Mais l'association, c'est quoi? Le problème qu'on a avec toi, c'est ta chute. Tu as dit que le meilleur formateur de l'année sera assuré. Alors que non, je viens. Pour une question de maladie, on ne dira pas que le meilleur formateur sera assuré, alors qu'il y a des milliers derrière. Mais attends. Quand on veut atteindre un objectif, on va sur cette base d'abord, avant d'introduire la politique d'assurance de son syndicat. C'est ce que je suis en train de dire. On va évoluer. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui voyagent à l'insu des clubs formateurs. Comment on fait pour les indemnités? Parce que par exemple, moi j'ai formé un joueur il y a 10 ans de cela, et je l'ai perdu de vue. Et demain, il est dans un pays qui n'est pas en train de demander son talent. Je ne suis pas au courant.
est-ce que la FIFA, pour vous qui êtes agent de joueur, ramène les indemnités à la fédération et qui, elle, doit faire appel au club formateur? Comment ça se passe, Sama? Alors, Saré, quand il y a un transfert international, comme je l'ai dit, on tient compte du passeport sportif du joueur pour calculer les indemnités de formation. Raison pour laquelle, avant de faire un transfert d'un joueur, le club qui acheteur demande le passeport sportif. Et ils tiennent compte, comme je l'ai dit, il y a le nombre d'années, l'indemnité de formation. Ça, nous sommes au courant. On parle plutôt du formateur qui n'est pas au courant. Que son joueur a été transféré et qu'il a perdu de vue pendant... je viens. Et qu'il a perdu de vue pendant plus de 10 ans et ne sait pas aujourd'hui où le joueur se trouve, mais le joueur il joue professionnel. Comment le club formateur est rémunéré, et parce que c'est lui qui doit engager la procédure pour recevoir, ou c'est investi automatiquement? Alors, voilà pourquoi il y a normalement à la fédération les choses sont structurées. Quand on doit faire un transfert, je pense bien que la Fédération ivoirienne de football est parfois informée de tout ce mécanisme-là. Et c'est à eux de transmettre l'information au club qui doit en bénéficier. Mais d'une part, il y a le joueur qui doit tenir informé. Peut-être si c'est un agent qui n'est pas du pays du joueur, je viens... Si ce n'est pas le cas. Oui, si ce n'est pas le cas. Non, mais je suis en train de développer, laissez-moi développer. Si le joueur qui est conscient qu'il est passé dans un centre de formation, mais il faut expliquer l'indemnité de formation, c'est jusqu'à 23 ans du joueur. De 21 ans minimum, maximum, on fait l'exception en cas de... Si le joueur a signé tardivement professionnel. C'est bien compris. Maintenant, je suis en train de vous dire que quand il doit bénéficier de l'indemnité de formation, si l'agent qui pilote n'est pas en contact avec son centre de formation qu'il a formé pour dire que dans le passeport sportif du joueur, tu bénéficies des indemnités du transfert sur le joueur. Soit le joueur lui-même interpelle. Si c'est un agent étranger, pour dire attention. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ni l'agent ni le joueur n'a tenu informé le club pour dire qu'il y a un centre formateur qui est là? Quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Je pense bien que la fédération, souvent, ces indemnités de formation, on touche la fédération du joueur, d'où provient le joueur qui est informé. Parce qu'il y a un certain nombre... Maintenant, est-ce que la fédération, à son tour, informe le club formateur pour dire que vous avez de l'argent ici? Mais je pense bien que la fédération, parfois, le fait. Oui. D'accord. Le fait. Edmond? Non, moi, je me demande... il a fait un développement, c'est vrai, le développement qu'il a fait, on sait tout ça déjà, tout le monde sait ça. Mais la question est importante. C'est la question qui est importante. Ouais. Vous avez dit qu'un joueur qui part dans une aventure sans informer son club formateur. Ouais. Mais le joueur qui part déjà sans informer son club formateur dans une aventure qu'il ne maîtrise même pas d'ailleurs, ce n'est pas ce même joueur-là qui va venir encore sur ses pas pour venir dire que je suis parti avec tel agent de joueur. Voilà. Moi, je pense que pour éviter tout ça, il faut que le joueur à la base soit reconnu dans les données du formateur. Et dans les données du formateur, c'est de ce qu'on parle maintenant. Il faut que la FIF aujourd'hui, je parle principalement de la Côte d'Ivoire, la FIF nous aide, nous les formateurs, nous les centres de formation, à être en jour, à être en règle avec ces documents-là qui peuvent nous laisser des traçabilités pour pouvoir suivre le joueur partout où il va se retrouver. Moi, je pense que c'est la condition sine qua non pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a le TMS qui est là. D'accord, vraiment, nous sommes au thème de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Sama, agent de joueur, consultant. Edmond Senghodi, analyste sportif. Nous avons épilogué sur la souffrance des entraîneurs formateurs dans le football ivoirien et bien sûr partout ailleurs. La souffrance que vivent ces coach formateur là. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.